Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Bonsoir Denis Martin, merci de m'accueillir. Eh oui, j'ai commencé comme musicien, donc c'est parti de là. Donc j'ai commencé à faire de la pige comme musicien très jeune dans l'adolescence. Puis au fur et à mesure, la carrière qui a cheminé, éventuellement, je me suis retrouvé dans le monde de l'enregistrement puis de l'administration artistique. Donc, si on compte tout ça, là, si on compte dès que j'ai commencé à jouer professionnellement, mon premier chèque de paie, ça fait 25 ans dans le secteur culturel. Donc, ouais. Ouais, un grand puis un beau défi. Tu sais, il y a des choses qui vont, on s'entend que fondamentalement, il y a des choses qui vont quand même bien. C'est une chose qui est impressionnante. Malgré la pandémie, Fierté Montréal a livré 2 éditions. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui ont réussi à livrer des festivals, des événements. Puis, fait qu'il y a beaucoup de créativité dans le bureau. Tout le monde s'est dépassé, tout le monde s'est défoncé, peut-être un petit peu trop. Ça a été particulièrement intense. Il y a eu des personnes qu'on a perdues peut-être au combat. Mais c'est ça. Moi, j'arrive, puis j'ai devant moi un CA qui est peut-être un peu petit présentement, mais qui est très mobilisé pour la mission de l'organisme. J'ai une équipe qui aussi est plus petite qu'elle a déjà été. Donc, il y a des belles opportunités pour moi par rapport à ça, mais j'ai une équipe qui est mobilisée, puis aussi qui est très créative. C'est vraiment ma découverte depuis que je suis entré en poste, de voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de diversité d'opinions dans le bureau. J'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qu'on veut maintenir, mais c'est ça. Puis, c'est ça, vraiment c'est ça. Il y a des frictions créatives, puis je veux vraiment me servir de ça. Ben, on va tout de suite parler de cette situation post-COVID. Ben, j'espère qu'on va être post-COVID en 2022. Ça sera ta première édition. Alors, le grand défi, justement, là, de mobiliser les troupes, c'est gros, là, après la COVID? Je te dirais, tu sais, je sens une certaine fatigue qu'on retrouve partout. Tout le monde est fatigué. On le voit partout, dans le secteur communautaire, dans le secteur culturel, dans le secteur événementiel. Ça va. Donc, je le sens. Mais moi, ce que j'ai aimé, tu sais, dans le processus d'entrevue avec le CA, puis après ça, en rencontrant les employés, c'est que les gens sont mobilisés. Tu sais, ils croient à l'organisation, puis ils veulent vraiment aller de l'avant. Oui, ça a été dur. Tu sais, on a passé un bout de dur là, l'été dernier. Mais les gens veulent vraiment avancer. On n'est pas en train d'oublier le passé, c'est pas ça du tout. Mais puis c'est ça. Puis aussi, la COVID, on a appris beaucoup de choses avec ça. Il y a une programmation virtuelle, une programmation hybride qui a été faite. On a rejoint des gens qu'on n'avait jamais rejoints dans le passé, qui peut-être ne se sentaient pas à l'aise de venir physiquement à Fierté Montréal. Donc, tu sais, il y a quelque chose à retenir là-dedans. Puis, Fierté Montréal, toutes les fiertés, oui, ce sont d'abord et avant tout des événements. Ça va être des événements festifs, on célèbre, revendicateurs. Ça demeure selon différentes composantes là, dans tout ce qu'on fait. Mais c'est ça, il y a une notion d'accueil qu'il ne faut pas oublier. Puis, je pense que justement, avec la formule hybride, on est peut-être capable d'accueillir plus de gens. Donc, il faut le garder en tête dans les contenus à développer dans le futur. Simon, il y a aussi, on l'a vu à l'international, il y a même des fiertés qui ont fermé leurs portes ou qui ont dû se réinventer du tout au tout. Et le débat, évidemment, était vis-à-vis ces nouvelles, en fait, pas nouvelles, ces identités qui ont commencé à s'affirmer, qui étaient longues, qui ont toujours existé, mais qui s'affirmaient et qui ont
il y a comme eu une espèce est-ce qu'on peut dire un clash là, qui est arrivé. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es au courant et c'est quelque chose que tu vois comme, je dis un défi, mais quelque chose d'important là, à gérer dans les prochaines années? C'est fondamental. Moi, c'est au cœur de mon action. On pourra en parler peut-être une autre fois, mais tu sais, moi, dans mon parcours depuis une dizaine d'années, en tant que gestionnaire, toutes les questions d'équité, diversité et inclusion sont devenues extrêmement importantes dans ma carrière. J'ai passé une bonne partie de ma carrière à l'extérieur du Québec, donc ailleurs dans le Canada anglais. Donc, moi, je faisais des reconnaissances territoriales. Il y a 8-9 ans, je faisais ça. Donc, tu sais, il y a tous ces enjeux qui sont importants pour moi. Et c'est sûr que comme gestionnaire, j'ai développé des outils par rapport à ça, comment aller à la rencontre. Et souvent, on parle d'abord de diversité, puis c'est fondamental, mais il ne faut pas oublier l'inclusion. Oui. L'inclusion, c'est s'assurer, si on a des voix diverses, s'assurer que ces personnes-là sont incluses dans les conversations, qu'on inclut leurs perspectives. Donc, elles se sentent confortables, à l'aise de participer à la conversation. Puis ça, pour atteindre l'équité. Donc, ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi. Là, c'est le fun pour moi, c'est que là Fierté Montréal, c'est bien sûr, c'est les communautés 2S, LGBTQI+. Donc, c'est tout ça, mais avec toutes les intersectionnalités. Donc, on se concentre là-dessus, mais c'est absolument important. Puis je veux juste, avant que tu le soulèves toi-même, je suis un homme gay blanc cis et et moi, j'ai une responsabilité en tant qu'homme blanc de justement de vraiment prioriser, de vraiment de mettre de l'avant toutes les questions de diversité et d'inclusion. Mais c'est ça. Mais ça peut paraître très technique, mais j'ai des habiletés de gestionnaire, des sensibilités, des engagements personnels par rapport à tout ça. Donc, c'est fondamental pour moi dans tout ce qu'on va faire dans les prochaines années. Alors, j'allais te dire que moi, comme animateur de radio, je ne me permets jamais d'identifier quelqu'un. Je laisse la personne s'identifier elle-même. Alors, merci de l'avoir fait. Je ne l'aurais pas demandé. C'est ça. C'est ça. Je le sais. C'est à moi de le faire. Je l'ai fait. Alors, je terminerai là-dessus. Simon. Il y a aussi une autre question qui est intéressante. Volet communautaire versus volet commercial. On sait que Fierté Montréal, c'est une grosse business. Jusqu'en 2019, là, ça a été une grosse business. Il y a quand même des millions de dollars qui viennent là-dedans, notamment d'entreprises privées, etc. Il y a aussi ces gens qui disent, on devrait faire un plus un retour au communautaire. Les gens ont beaucoup aimé la marche des fiertés cette année. Alors, comment penses-tu qu'on va être capable de gérer ça? Je sais que ce n'est pas une question qui est facile, puis il n'y a pas une réponse facile, mais juste un début de réponse, ça serait bien. Oui, mais regarde, moi, j'y pense j'y pensé tout l'été pendant tout le processus de recrutement. Donc, c'est pas, je veux pas trop mouiller, mais en même temps, l'aspect communautaire est fondamental. Tu sais, je pense qu'on s'entend qu'à la base des fiertés, c'est quoi l'élément fondamental dans les fiertés? C'est la marche, c'est l'aspect revendication. Donc, la marche qui a eu cet été a eu beaucoup de succès. Nous, on veut voir comment on maintient ça, tout en ayant l'aspect sexiste, mais une marche inclusive. Et l'aspect communautaire aussi important. On a les journées communautaires. Ce que je peux dire, c'est que présentement, je vois certains silos. C'est comme, on fait la marche, on fait les journées communautaires, on fait le festival. Tu sais, moi, j'ai un gros passé de programmation. Donc, moi, je veux vraiment qu'on développe des vases communicants entre ces trois éléments-là pour que ce soit un tout cohérent. Donc, c'est très théorique ce que je te dis, là, mais c'est vraiment fondamental. Déjà, l'équipe ici m'ont déjà donné des post-mortem j'ai lu un paquet de post-mortem depuis que je suis entré en poste sur les différents éléments de programmation. Mais moi, en formant l'équipe dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, ça va être vraiment ça. C'est d'intégrer tout ça. Parce que c'est ça, c'est Fierté Montréal, oui, a plus de moyens que d'autres organisations. Puis je pense que c'est tant mieux, mais il faut vraiment que nos communautés en profitent et voir comment on va faire ça. Là, présentement, déjà, on est en train de planifier des rencontres avec nos partenaires communautaires. Il y en a déjà quelques-unes de planifier, mais on va continuer à rencontrer les gens dans les prochaines semaines, prochains mois. Simon Gamache, c'est un plaisir de t'avoir rencontré aujourd'hui. Bonne chance, bon succès avec Fierté Montréal. Merci beaucoup, Denis Martin. Merci. Lâché l'école, j'ai lâché mon job, les gens pensaient que je savais pas quoi faire de ma vie. J'suis pas inquiète, je décolle, je rends pas de compte à personne. Puis tout ça faisait partie d'un plan précis. Un petit bout de cul qui vient de pas grand chose, mais
mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment. Les autres d'avant ont voulu me montrer le chemin, mais j'ai quand même décidé de pogner le champ et de faire les choses à ma manière. Même si je vois ben, ça fait pas leur affaire. Moi, tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en une cuillère, je vais faire les choses à ma manière. Je vais danser les deux mains bien dans les airs, même si tout le monde me regarde de travers. Et je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est notre seul problème. J'ai trouvé un remède, je vais te montrer ma cachette bien enfouie, juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as le pouvoir toi aussi de tout ce que tu veux, ce que tu rêves dans la vie. Et de faire les choses à ta manière. Même si tu vois ben, ça fait pas leur affaire. Tant que t'es fier du reflet dans le miroir, puis que t'arrives à te coucher le soir seul en une cuillère, faut faire les choses à ta manière. Des fois le soir, t'en as marre, tout le monde autour de toi a l'air de tout savoir. Tu veux toucher les étoiles, courir les aurores boréales, sortir de ta routine, c'est en toi, c'est viscéral. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, puis sentir enfin que tout ça vaut la peine. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai pas où aller. C'est ta vie puis tu fais bien tout ce qui te fait vibrer. Je vais faire les choses à ma manière. Même si je vois ben, ça fait pas leur affaire. Moi, tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en une cuillère, je vais faire les choses à ma manière. Je vais faire les choses à ma manière. Même si je vois ben, ça fait pas leur affaire. Moi, tant que je suis fière de ce que je vois dans le miroir, puis que j'arrive à me coucher le soir seule en une cuillère, je vais faire les choses à ma manière. Faut faire les choses à ta manière. Peu importe ce que le monde va me dire de faire. Vous écoutez Fraîchement Jeudi avec Denis Martin Chabot. Bonsoir, ça va super bien. Merci infiniment, Denis Martin, parce que honnêtement, à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on a la chance de se côtoyer, c'est toujours un plaisir. Donc, merci. En fait, cette chanson-là, elle a été écrite il y a très longtemps, quand j'étais encore dans le placard. Et c'était un peu ma chanson où ce que j'exprime un peu mon fantasme envers quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, dans le temps, c'est comme si j'osais pas, mais dans ma tête, dans mon cœur, c'est exactement ce que j'avais envie d'écrire. Tu sais, c'est qu'est-ce que je ressens par rapport à une femme qui m'attire, puis je ne savais pas trop comment m'y prendre dans le réel, mais la musique me permet de rêver. Puis ça m'a aussi ouvert une porte de sortie pour sortir du placard, au fond. Donc, oh, c'est vraiment j'exprime mon attirance envers une autre femme. Oui, il y a 17 ans. Ouais. Ah, c'est trop gentil. Même pas. Oui, oui.
Je peux pas dire que ça m'a nui, je peux pas dire que ça m'a aidé parce que j'ai vraiment, après l'émission, j'ai arrêté. J'ai arrêté de chanter. Tu sais, il faut que les gens comprennent le contexte, surtout dans les premières années, parce que ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué depuis. Mais dans les premières années de Star Academy, le concept, ça emmenait des amateurs, dont j'étais pas amateur, mais comparé à l'expérience, absolument. Ça amène des amateurs à un tremplin musical. C'est une académie où ce qu'on est entouré de professionnels du milieu. Puis en dedans de 2 mois, on a une expérience qui serait équivalente à la carrière une carrière de au moins 20 ans. On parle de, tu sais, faire le Centre Bell, faire des spectacles, être présenté à des gens influents. Ça, c'est des choses que ça prend vraiment du temps avant d'arriver là. Puis nous, on est exposé à ça en très, très peu de temps. Puis personnellement, ça m'a beaucoup affecté. Dans le temps, j'allais au cégep de Sherbrooke. J'étais très vierge dans ma carrière, même si ça faisait déjà presque plus de 15 ans que j'évoluais comme chanteuse gospel. Arriver à Star Academy, c'était une autre réalité. Puis ça m'a peut-être pas nécessairement... Dans le temps, ça m'a beaucoup affecté de façon négative. À long terme, je peux dire que ça m'a beaucoup aidé parce que là, j'avais plus l'illusion du rêve. Je savais exactement dans quoi je m'embarquais. En continuant dans ce chemin-là, en continuant ma carrière, ce qui est difficile, justement, c'est d'absorber l'expérience, les leçons, de vraiment comprendre la valeur de chaque émission, chaque représentation, chaque collaboration. J'ai pas eu le temps d'absorber. Ça m'a pris des années plus tard pour faire comme wow, OK, j'ai chanté avec Dan Bigra. Ah, OK. J'ai eu beaucoup de difficultés aussi à vivre avec se faire reconnaître au marché, se faire arrêter dans la rue, d'avoir les yeux rivés sur moi quand je suis en fait, je suis très sociale, mais en même temps, je suis quelqu'un de très introverti. Donc, ça m'a donné un bon coup. Où ce que ça a été vraiment, ça m'a bénéficié, c'est au niveau de la maturité. Ça m'a fait comprendre exactement dans quoi je m'embarquais. J'avais arrêté pour me ressourcer, pour retomber en amour avec la musique, pour savoir dans quelle direction que je voulais aller. Parce que il n'y a pas une façon de faire de la musique. C'est pas à cause que t'es pas Céline Dion que ta carrière est pas valide. Au contraire, moi, c'est en rencontrant des gens dans l'industrie que je suis retombée en amour avec la musique. Oui, absolument. Puis dans le temps que j'ai fait Star Academy, j'étais encore dans le placard. Puis mon ancien patron, parce que j'ai été cuisinière au Café européen dans le temps. Puis mon ancien patron m'avait fait sortir du placard à la production. Puis moi, tu sais, on s'entend, j'étais encore chanteuse gospel, j'étais encore, ça m'est rentré dedans. Puis en même temps, ça m'a fait voir la réalité aussi pour les personnes de minorités, non seulement ethniques, mais des diversités sexuelles et de genre, parce qu'à partir de ce moment-là, tout a changé. Ouais, c'est comme si j'avais perdu ma place à l'académie parce que justement, comment tu fais pour vendre une femme noire lesbienne à, à une communauté? Tu sais, la communauté, encore dans les communautés de personnes de couleur, il y a encore beaucoup de stigmas, il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de rejets. Puis c'était ça, c'était le début pour moi du rejet. Mais c'était aussi le début pour moi de m'assumer.
se parle sans rien se dire. Un je ne sais quoi que je ne saurais vraiment décrire. Une première fois qui ne demande qu'à se reproduire. Ce qui suivra, je me meurs de le découvrir. Oh, Cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous, héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous, donnez-moi ma chance, emmenez-moi loin d'ici. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Vous qui cherchez une autre vie, vous qui volez vers l'an 2000, ne partez pas sans.
Fraîchement jeudi. Vous écoutez Fraîchement jeudi avec Denis Martin Chabot. Allô maman bobo, allô maman bobo. Eh bien, c'est la chronique santé. Sentez-vous bien? Sentez-vous bien avec le docteur Pierre Côté. Allô, Pierre, bonsoir. Allô, Denis Martin, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et on va parler d'un sujet d'actualité. C'est clair que c'est d'actualité. On va parler donc du syndrome post-COVID. Hey, c'est quoi ça? Et en fait, on en apprend vraiment tous les jours avec ce fameux coronavirus qui est pas fini de nous surprendre. Qui a quand même infecté à ce jour 35 millions de personnes partout sur la planète et qui en a tué près de 5 millions. Qui l'aurait cru qu'un virus semblable, qu'un virus pouvait paralyser la planète au complet en un temps record, vraiment. Et on fait face à un virus qui est vraiment particulier, Denis Martin. Les personnes qui viennent d'être infectées peuvent réagir vraiment différemment d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes qui auront absolument aucun symptôme ou à peine une simple petite grippe, et d'autres qui vont agir vraiment plus brutalement avec une fatigue qui est hyper importante, de la fièvre, de la toux, de l'essoufflement, là, mais l'essoufflement qui peut aller jusqu'à une détresse respiratoire. Comme vous le savez, peut entraîner la mort. C'est souvent la cause de décès. Et pourquoi des personnes plus que d'autres réagissent différemment? Ben, il y a quand même certaines conditions qui ont été identifiées qui permettent un peu de reconnaître les personnes qui sont plus à risque de développer des complications là, face au COVID. Par exemple, le fait d'être âgé de plus de 70 ans, d'avoir une condition médicale au départ, là, avant d'être infecté, comme par exemple l'obésité, le diabète, les maladies pulmonaires chroniques ou d'une situation, une condition de vie qui est plus précaire. Mais pour d'autres, on n'est pas encore capable d'expliquer pourquoi ils peuvent devenir bien malades. C'est fou. Hein? En général, les gens qui développent des symptômes récupèrent en quelques semaines. C'est des histoires un peu naturelles. Mais curieusement, c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, plus on a de recul avec cette maladie un peu mystérieuse, plus on réalise qu'avec le temps, il y a des personnes qui continuent à avoir des problèmes de santé pendant des semaines, même des mois. Et bizarrement aussi, les symptômes peuvent varier, peuvent être présents, peuvent disparaître, peuvent durer un certain temps ou peuvent aussi varier dans leur intensité. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, c'est ce fameux syndrome qu'on appelle le syndrome post-COVID ou plus communément le COVID long. Bon, ça semble un peu particulier, là. C'est quoi au juste, là, ce COVID-là ou ce COVID, syndrome post-COVID? En fait, oui, c'est un peu particulier. C'est quand même encore très nouveau, puis toujours un peu mystérieux, mais quand même, depuis à peu près 1 an, il y a eu des centaines et des centaines d'articles qui ont été publiés dans les revues et qui provenaient vraiment d'un peu partout dans le monde et
c'était souvent, euh, on décrivait des symptômes persistants, mais les articles c'est un peu, pas un peu n'importe quoi, là, mais c'est souvent des articles d'observation sur des nombres restreints de patients qui semblaient avoir des symptômes persistants là, de COVID long. Et aussi, c'était juste des cas anecdotiques. Donc, il n'y a toujours pas de consensus dans la communauté scientifique sur la définition exacte de ce fameux syndrome post-COVID. Euh, En plus, on parlait des données qui sont publiées, là, mais les données, ils varient dans la littérature selon les caractéristiques même des patients, selon si l'observation a été plus ou moins longue. Donc, et même, il n'y a pas, y a pas de consensus sur la définition même du syndrome post-COVID. Il y a quand même certaines choses qu'on sait à peu près. Et tu vas voir, il y a quand même environ 75% des personnes qui ont été hospitalisées à cause de ce fameux virus de COVID qui présentent encore des symptômes après 6 mois. Près des 2 tiers ressentent encore de la fatigue et une faiblesse musculaire. Et le corps éprouve de l'insomnie. Et en plus, pratiquement 1 sur 4 souffre d'anxiété et de dépression. C'est quelque chose quand même. Mais c'est pas la majorité des malades qui atteints de COVID qui sont hospitalisés. Là, on parlait des patients qui avaient nécessité une hospitalisation. Mais chez ceux qui n'ont pas été hospitalisés, le taux de complication à plus long terme serait quand même d'environ 30%. Mais là, Pierre, est-ce qu'on a identifié les personnes qui ont eu la COVID, parmi les personnes qui ont eu la COVID, là, quelles sont celles qui sont les plus à risque d'avoir une COVID long ou un syndrome post-COVID? C'est pas clair pourquoi ça arrive à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Et je pense qu'on n'a pas assez de recul, puis on apprend tranquillement, puis à un moment donné, j'espère qu'on va pouvoir tirer des conclusions. Mais on sait quand même que les symptômes peuvent être présents indépendamment de la sévérité de l'infection au début. Même si chez les gens qui ont eu aucun symptôme après l'avoir attrapé, ben, ils peuvent développer des problèmes de santé après un certain temps qui sont reliés au coronavirus. On sait aussi que le COVID long peut se manifester chez les enfants, peut aussi se manifester chez les adolescents et aussi chez les adultes. On a identifié quand même que l'âge, le fait d'être de plus âgé, le sexe féminin, on parle que presque 80% des cas sont chez les femmes. Si quelqu'un a une maladie concomitante qui est préexistante, le risque d'avoir une COVID long un COVID long est plus important. S'il y a eu une infection sévère au tout début de la maladie ou une infection qui a nécessité une hospitalisation, ben ce sont tous des facteurs qui sont associés à un risque qui est plus élevé. Et ce qui est fou encore, c'est que les symptômes sont très, très variables d'une personne à l'autre. Il y en a quand même qui sont plus fréquents, puis il y en a plusieurs. Je pense que le pire, c'est l'espèce de grande fatigue que les gens ont qui persiste. Je sais pas si probablement que tu as connu des gens qui avaient été atteints de COVID et c'est vraiment très impressionnant. Ils développent une faiblesse musculaire, des problèmes respiratoires, des troubles de sommeil, de l'anxiété, de la dépression. Et on parle dans la littérature aussi d'un brouillard mental, cette espèce de perception que la personne ne peut pas pouvoir penser clairement comme être capable à l'habitude. Et ce qui est assez impressionnant et ce qui est assez fréquent aussi, c'est les malaises post-effort. Donc, ça, c'est une aggravation de symptômes qui survient en général 12 à 72 heures suite à un effort. Et l'effort peut être soit un effort physique, peut être un effort mental ou un effort émotionnel qui est important. Et les gens l'aggravation de ces symptômes-là peuvent durer pendant des jours, même des semaines. Wow. Ça fait peur, tout ça, là. Oui, ça fait peur parce que
on ne sait pas trop quoi dire aux patients ou s'ils nous demandent comment ça va évoluer. Euh, mais puis avec le temps, puis un peu de recul, on réalise en plus que le virus, il peut attaquer à peu près tout le système de l'organisme, le cœur, les poumons, le système digestif, le système nerveux. Il y a des problèmes de peau. Il y a une espèce de signature là, de perte de goût et d'odorat qui peut persister ou qui peut demeurer pendant plusieurs mois et des altérations de l'état mental. Et là, j'en dis quelques-uns, mais on va probablement en découvrir d'autres dans le futur parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, malheureusement. Et en plus, pour rajouter sur la complexité, c'est que chez les personnes qui ont une maladie déjà existante au départ, je pense comme le diabète, par exemple, ben, ça peut aggraver l'état du diabète et de la progression. Mais aussi, le virus lui-même peut provoquer directement la maladie comme le diabète. Et là, il y en a bien d'autres. Alors, on n'en a pas fini d'en apprendre par rapport à cette espèce de virus mystérieux. Wow, je pense qu'on a besoin de prendre une petite pause là-dessus. Puis sais-tu quoi, Pierre? J'ai pensé à une chanson qui irait très bien avec les histoires de coronavirus, etc. Que dirais-tu qu'on écoute Blue Jeans Blue, Coton Ouaté? Hey, fais-tu fret? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Si dehors il fait beau, mais que ça a pas l'air chaud chaud, je m'installe debout devant ma bay window pour savoir si c'est une journée de petite laine ou de kiwi. Je me fie sur le passant le moins habillé. C'est là que j'ouvre ma fenêtre et sans me gêner, je lui demande comme si c'était mon bon body. J'ai dit, hey, fais-tu fret? On est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Lorsque vous êtes ambigu à propos de votre tenue, regardez les gens défiler dans la rue. Un col en V, un col roulé, des bardeurs ou frocs doublés. Est-ce une bonne journée pour sortir en bustier? Un pantacourt ou un pantalon, grosse combine ou ben bas de nylon, une bonne paire de Kodiak ou un bas blanc dans vos sandales. On se laisse influencer par comment le monde est habillé. Mais pourquoi espionner en cachette? Y'a pas de honte à faire la blette. Dites, hey, faites fret, on est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, faites fret, on est-tu bien juste en coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret, t'es-tu bien dans ton coton ouaté? Bon, alors, est-ce que tu as ton coton ouaté, mon cher Pierre? Non, parce qu'il a fait très beau aujourd'hui. Oui, c'est Mais je pense qu'il y en a plusieurs qui en ont eu besoin de coton ouaté pour. Puis on va peut-être avoir besoin des prochaines semaines. Écoute, il y a un petit peu plus à dire sur la COVID, puis j'aimerais ça te donner un petit peu plus de temps parce que c'est intéressant et c'est important d'en parler. Alors, entendre ce que tu nous as dit depuis avant la pause, là, on a l'impression que le COVID peut donner à peu près n'importe quoi comme problème de santé. C'est vrai, ça? T'as pas tort. Quand on lit aussi, c'est l'impression qu'on a. Mais on est quand même capable de voir que quelques profils de patients, par exemple, il y a une première catégorie de patients qui, eux, sont ceux qui ont perdu beaucoup de masse musculaire pendant la phase aiguë de leur maladie.
Il y a une deuxième catégorie qui, eux, développe plutôt un syndrome anxieux, comme un peu un syndrome post-traumatique, et avec des troubles de concentration, des aspects plus dépressifs et cette espèce de brouillard mental. Et c'est difficile parce que de déterminer chez ce groupe-là si les symptômes sont vraiment en lien avec le coronavirus parce que euh, chez ces, chez ces patients-là, les symptômes pouvaient avoir déjà été présents un peu avant qu'ils soient infectés. Donc, ils ont un peu de misère à faire reconnaître leur état comme étant lié à la COVID. Et il n'existe pas vraiment de test miracle qui peut le déterminer. Donc, c'est vraiment pas évident des gens qui sont convaincus que c'est complètement différent. Leur état est complètement différent et il faut qu'ils prouvent, puis on n'a pas, c'est difficile. Donc, il y a vraiment beaucoup de détresse. Mais heureusement, il y a certains, le premier profil dont on a parlé, là, ceux qui ont une perte de masse musculaire, ces gens-là, s'ils sont bien pris en charge par des équipes compétentes, devraient récupérer 80% de leur capacité fonctionnelle en 2 mois environ. Mais c'est à partir de, c'est donc, il y a des cliniques spécialisées qui se sont formées au Québec surtout depuis le printemps. À Québec, il y en a une petite deux à Montréal, à Sherbrooke, Trois-Rivières, Chicoutimi. Et c'est des cliniques multidisciplinaires là, avec des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, des nanothérapeutes, des psychologues, et qui ont une approche vraiment de réadaptation, une approche globale, ciblée pour chaque patient, parce que chaque patient est un peu différent. Mais il y a une autre catégorie de patients pour qui les séquelles sont mal expliquées. On a de la misère un peu à comprendre. Euh, et ces gens-là, ils souffrent en général d'hyperventilation, d'un problème de variation de leur fréquence cardiaque ou même de leur tension artérielle sans facteur précipitant, sans facteur connu. Et pour vraiment ces patients-là, on connaît moins le mécanisme. C'est vraiment la réadaptation est vraiment plus difficile. Wow! Ben, tout ça, c'est drôlement, ça fait peur un peu, mais en même temps, ben, je pense que, moi, je vais me permettre de faire le commentaire, je ne suis pas le médecin, mais je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée que les gens, finalement, aillent donc se faire vacciner. Ça va nous aider. Tout à fait. On se laisse là-dessus, Pierre. On se parle le mois prochain. Bonsoir, Denis Martin. Bon, on va dire que le thème de l'histoire, c'est de la famille Chapdelaine qui, en 1910, travaille fort pour défricher leur lopin de terre et nourrir leurs animaux. Maria, leur fille aînée de 16 ou 17 ans, est attirée par l'aventurier François Paradis. 2 autres jeunes hommes espèrent conquérir la belle Maria. Contrairement aux autres films de Maria Chapdelaine, Sébastien Pilote a axé surtout son histoire sur la vie des Chapdelaine. Et l'histoire d'amour passe un petit peu en second lieu. Ce qui est très bien, parce qu'on apprend vraiment beaucoup sur la vie de nos ancêtres de l'époque, donc 1910, autour de ça. La façon qu'ils vivent, tout le dur labeur qu'ils doivent exécuter, la vie pas facile qu'ils subissent. À ce niveau-là, c'est très, très bien réussi. Les images sont... C'est-à-dire que si vous voulez voir l'histoire d'amour là-dedans, qui est pour vous le plus intéressant, vous allez être déçu. Parce que l'histoire d'amour passe en seconde main. Mais cette histoire d'amour-là, je ne sais pas si tu as lu le livre de Maria Chapdelaine, mais moi, je n'ai pas trouvé ça très, très intéressant comme livre. C'est sûr que c'est écrit des années 1900. Donc, aujourd'hui, l'écriture a beaucoup changé.
Mais je trouvais que l'histoire d'amour elle-même était pas tellement extraordinaire. C'était très, très banal comme histoire. Et donc, bon, ben, mes commentaires négatifs, ce serait que c'est trop long. Hein, on l'a vu, 2h39 là, c'est pas mal long comme histoire. Ensuite, on a, comme d'autres commentaires négatifs, c'est que le manque d'intrigue. C'est bien beau voir comment les gens vivent à l'époque, là, mais il n'y a pas d'intrigue. Même l'histoire périlleuse de François Paradis est sabordée. On entend parler, puis on apprend juste par un personnage qu'il est arrivé telle chose. Donc, à ce niveau-là, l'intrigue n'est pas. Il n'y a pas d'intrigue. C'est banal comme histoire, mais c'est beau à regarder. Et il y a un autre élément que moi, je me suis demandé si c'est moi qui avais des problèmes d'audition. J'ai discuté avec des gens à la suite du film. Et certains des comédiens là-dedans ont une mauvaise diction. Ce qui nous fait perdre des répliques. Ouais, c'est ça. Elle est ça. Ben, c'est ça. Mais il y a des comédiens extraordinaires dans ce film-là. Il faut vraiment. Moi, j'ai trouvé que Hélène Florent, qui fait la mère, Sébastien Ricard, qu'on retrouve, on l'a vu dans le club Vinland, il est extraordinaire, ce comédien-là. Le jeune Antoine Olivier Pilon, qui de plus en plus se démarque au cinéma. On l'a vu dernièrement dans Sam, le film de Yann Englund. Et la jeune Sarah Monpetit, dont c'est le premier film, se débrouille très bien. Même si elle n'a pas tant de choses que ça à dire, elle est plutôt observatrice. Maria Chapdelaine, elle observe ce qui se passe autour d'elle. C'est le point de vue du réalisateur. Oui, oui. Moi, je lui donnerais 8,7 sur 10. C'est bon. Ah oui, c'est très bon. Moi, je trouve. Bon, l'histoire, c'est que c'est un employé dans une banque s'aperçoit qu'il est un personnage vidéo d'un jeu violent. Moi, je trouve ça très original. Parce que là, on suit les personnages du jeu vidéo qui ne sont pas des humains, mais qui représentent des humains. On suit leurs créateurs qui ont inventé ces personnages-là. On suit certains joueurs et on s'aperçoit que le producteur ne pense qu'à l'argent et s'en fout beaucoup de la qualité du jeu vidéo. C'est sûr que si vous êtes un peu fatigué, là, vous avez eu une journée de travail très difficile, n'allez pas voir ce film-là. Parce qu'il y a beaucoup d'action. Il faut être éveillé pour le comprendre. Parce qu'on se demande, est-ce qu'il parle du jeu vidéo ou s'il parle des joueurs? Mais si on est vraiment éveillé, on comprend tout ça. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce film-là, c'est la belle réflexion sur la violence et les nombreuses tueries des jeux vidéo. Et ça cible les jeunes joueurs. Puis là, on nous montre que ces jeux vidéo-là sont tellement violents, on devrait trouver des jeux vidéo qui n'insistent pas sur la violence, mais sur la création. Ouais. C'est que je trouve que c'est une idée très bonne parce qu'on parle tellement de violence, de gangs de rue, de ci, de ça, de nos jours, que on se demande même si les jeux vidéo n'influencent pas cette violence-là, parce que dans les jeux vidéo, les personnages, les joueurs, tuent des monstres, tuent des extraterrestres, tuent des méchants, c'est toujours des tueries. Donc, c'est vraiment désagréable pour apprendre à bien créer. Tandis que si on faisait des jeux vidéo qui ont moins de jeux de violence, mais plus de création, ça pourrait être beaucoup plus intéressant pour les jeunes pour avoir de bonnes idées. Moi, j'ai marqué 8,9. J'ai trouvé meilleur. Les effets spéciaux sont extraordinaires.
Bon, l'histoire, c'est que c'est un adolescent souffrant de troubles d'anxiété, s'écrit des lettres à lui-même à la recommandation de son thérapeute. Malheureusement, une de ces lettres atterrit entre les mains d'un étudiant suicidaire et commence tous les mensonges. Bon, ce qui est intéressant dans ce film-là, ça nous montre la réaction des jeunes de secondaire, parce que ça se passe au secondaire 5, qui sont harcelés, qui sont toujours dénigrés, qui sont bousculés dans les écoles secondaires, et comment tous les problèmes que ça cause à ces jeunes-là. Et dans l'histoire, donc, le personnage suicidaire se suicide et le jeune qui est harcelé, qui s'est fait voler sa lettre, qui était écrite pour lui-même, tombe entre les mains des parents du suicidé. Les autres s'imaginent que vous êtes le meilleur ami de notre fils, mais c'est pas son meilleur ami, c'est un de ses victimes. Et que là, il veut pas décevoir les parents, donc il accepte de jouer le jeu. Mais le jeu, il l'amène de mensonge en mensonge. Et ça finit de façon assez drastique. Mais excepté que moi, je trouvais que c'est une comédie musicale. On ne faut pas oublier ça. Les chansons sont en anglais et les sous-titres sont en français. Mais pour une fois, j'ai remarqué que les sous-titres français, le texte était meilleur que les chansons en anglais. C'est super. Moi, je le mettrais à 8,5 sur 10.